va conclure donc cette journée. Et pour la conclusion de cette journée, avant de passer à un peu une mini-synthèse sur le vif des différents ateliers, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour être venu et pour avoir participé aux échanges, fait vivre un petit peu cette journée, fait vivre les échanges et avoir partagé vos retours. J'aimerais surtout également remercier, donc moi je suis animateur du Cluster R, mais également cette journée il y a eu de nombreuses personnes qui m'ont aidé pour l'organisation et pour notamment l'animation des différents ateliers. Donc voilà, Fabien, Pierre-Marie, je vous remercie, Hélène, Laurence Romanas qui a préparé l'atelier 3 mais qui n'a pas pu être présente, et du coup Laurent, merci d'avoir pris aussi, donné un coup de main sur l'animation, et Jérôme, et puis merci aux collègues du CIDAM pour la captation du son et de l'image, et je vous invite également à aller visionner les replays quand ils seront en ligne des ateliers auxquels vous n'avez pas pu participer. Et donc voilà, merci beaucoup à tout le monde pour cette journée. En synthèse, pour finir en quelques mots sur les différents ateliers, nous dans l'atelier 1, donc l'atelier 1 qui était sur l'outil de valorisation, enfin les systèmes à l'herbe, un outil de valorisation des richesses du territoire. On avait trois projets qui étaient sur des objets différents, donc les semences locales, la valorisation des races locales en AOP fromagère, et le maintien, enfin, on va dire l'héritage et le maintien de l'agroforesterie et la valorisation en élevage au vin. Et au fur et à mesure des échanges, on a vu qu'il y avait vraiment ces trois objets et ces trois projets traitaient d'une richesse patrimoniale, enfin, la race, la semence locale ou l'héritage des haies, et qu'en fait il y avait vraiment une philosophie qui se répondait. Et donc c'était intéressant de les mettre en regard les uns avec les autres. Ce qui a beaucoup fait parler dans les débats, et les échanges ont beaucoup porté sur en fait, le transfert, l'appropriation par le terrain, et comment est-ce que, une fois qu'on a ces résultats, comment est-ce que le terrain se les approprie, un peu de la même façon que ce matin. Ce qui en est ressorti, c'est que ça dépendait beaucoup des gens qui étaient autour de la table au moment du projet. Qu'au moment de la réalisation, de la conception et de la réalisation du projet, que ce soit si les éleveurs ou les agriculteurs étaient impliqués dans le projet, ça permettait d'avoir, comme on le revoit un petit peu dans la démarche Living Lab, mais ça permettait d'avoir quelque chose qui était plus proche des besoins du terrain. Il y avait besoin aussi d'avoir la science, les acteurs techniques, et également les acteurs du développement agricole pour faire des courroies de transmission, et qu'en fait chacun avait sa place, chacun avait son rôle, et de la même façon les acteurs de l'aval. Et c'était intéressant, ça permettait aussi de se dire qu'on avait raison d'être là au sein du Cluster Herbe et de regrouper tout le monde ensemble. Et enfin, de façon un petit peu plus pratique, on va dire, ce qui est ressorti de ces échanges aussi, c'est que la phase de transfert, de diffusion des résultats et de transfert et d'appropriation par le terrain, c'était un travail à part, qui était un travail qui était particulier, qui demandait un temps long et des méthodes particulières, des acteurs particulières, et que du coup il fallait poser la question de comment cela s'intègre dans le financement des projets notamment, et dans la réalisation et l'ingénierie de projet. Voilà en quelques mots les échanges qui ont porté là-dessus. Bien sûr c'était beaucoup plus... il y avait plein d'échanges très riches, et voilà une synthèse rapide. J'ai pris des notes, je vais quand même les lire. Donc nous, on était sur l'atelier 2, donc les systèmes à l'herbe, un levier de valorisation des produits et de dynamisation des filières. Donc on a eu trois présentations. La première du projet apporte sur les atouts et les complémentarités entre porcins et bovins dans les territoires herbagés du Massif central. Moi, ce que j'ai quand même retenu, c'est que quand même sur finalement de l'élevage porcin, on arrive à avoir une spécificité Massif central en termes de taille des ateliers, en termes de taille des abattoirs, mais en termes aussi de complémentarité, puisqu'il y a très peu d'élevage porcin pur. Voilà, donc c'est des gens qui ont un atelier porcin dans leur ferme et qui ont mis en avant la complémentarité, en tout cas des ateliers, même s'il peut y avoir des difficultés, on va dire, sur l'efficience dans le travail, mais que c'est en tout cas des ateliers qui sont tout à fait complémentaires, et qu'il y a des vraies réflexions là aussi en termes de filière, de segmentation du marché, avec, comme vous le savez tous,
une importance des salaisons en bord de route en Auvergne. Alors certes, on n'est pas en Corse et on sait qu'il y a des cochons en Auvergne, on ne cherche pas les cochons, mais on se doute bien qu'il pourrait y avoir un peu plus de porcs sur la zone Massif Central vu le nombre de salaisons. Bon, voilà. Ensuite, on a eu la présentation de BioViand de Massif Central, avec là aussi un projet d'ampleur qui visait un peu à connaître en fait la filière, la demande et l'organisation en fait des fermes en bio mais qui sont engagées dans une optimisation de l'utilisation de l'herbe. Alors ça ne vous étonnera pas que forcément dans le contexte actuel ces fermes-là elles sont très efficientes économiquement, notamment en lien avec des charges de mécanisation qui sont très faibles. Il a été souligné aussi un peu en originalité, c'est que c'est des gens en fait qui jouent sur la diversification des filières et qui en fonction de l'année, des lots d'animaux qu'ils ont, sont capables d'aller chercher de la finition ou de vendre plus tôt, avec on va dire peut-être l'avantage de la viande bio, c'est que on peut la vendre en non bio. Alors voilà, c'est pas vraiment un avantage, mais en tout cas c'est des gens qui jouent, qui saisissent vraiment les opportunités et qui s'adaptent. Là, on a aussi souligné dans le cadre de ce projet-là, mais ça c'est global, c'est la diminution de la performance en lien avec les incidents climatiques. Voilà, où on se doute bien qu'engraisser des animaux à l'herbe, il y a 20 ans, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est un retour global sur tous les territoires. Et du coup, discussion, comment on fait pour compenser ça? Est-ce qu'on est juste dans de l'augmentation de surface et dans de l'extensification pour baisser le chargement? Ou est-ce qu'on va chercher de l'augmentation de la valeur ajoutée? Sur la présentation du Saint-Nectaire, donc c'est un travail, donc là il y a des petits guides, on en a quelques-uns à distribuer si vous voulez. C'est un travail collectif avec des producteurs de Saint-Nectaire autour de la prairie naturelle, parce que le cahier des charges du Saint-Nectaire impose quand même 90% de prairie naturelle. Donc l'idée de départ c'était de se dire que voilà, vu qu'il y avait cette obligation là, ça méritait vraiment de jeter un coup d'œil. C'est ce que je disais avec Bruno tout à l'heure, la prairie naturelle c'est un objet qui est éminemment plus complexe qu'une culture de blé ou de maïs, mais l'avantage aussi c'est que c'est quelque chose qui vous pardonne beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas rentrer exactement cette semaine-là pour bien valoriser sa prairie. Il y a à la fois de la complexité et on peut largement s'améliorer sur la gestion de ces prairies, mais c'est quand même des surfaces qui sont quand même beaucoup plus faciles à gérer que d'autres. Alors après, on a discuté forcément sur toutes ces histoires de valorisation, où si aujourd'hui l'herbe a gardé une place si prépondérante sur le Massif Central, c'est pas juste parce que ça fait beau et que c'est bien pour le tourisme, c'est que ça a une vraie efficacité économique et qu'il y a un vrai attachement des éleveurs à ces surfaces qui sont encore une fois somme toute assez, on va dire, simples à exploiter. Et par contre la grosse question c'est aujourd'hui, voilà, en lien avec l'INAO, en lien avec les attentes du consommateur. Donc on a eu aussi, Fabien nous a fait une petite présentation de ce qu'étaient les attentes du consommateur aujourd'hui. Donc on a un peu discuté de qu'est-ce qu'était un consommateur et quel était le lien entre ses attentes dans une enquête et son choix réel devant un rayonnage, sachant que ça dépend aussi de ce que la grande distribution va lui proposer, parce qu'on peut avoir envie de quelque chose, si on ne l'a pas dans notre magasin, on l'achètera forcément beaucoup moins. Et donc on a eu cette discussion-là de dire, voilà, on sera à peu près tous d'accord pour dire que l'herbe c'est quand même un élément de choix pour le Massif Central. On sait très bien à quel point les Bretons et les Normands communiquent sur l'herbe, et du coup j'espère que que la raison, en tout cas de la multiplicité des facteurs sur le Massif Central, que ce soit en termes de région, de tout ça, on se disait qu'on a quand même la chance d'avoir le cluster, qu'on a quand même la chance d'avoir un commissariat de massif avec des fonds dédiés, et qu'en fait il est certainement plus que temps de lancer une réelle dynamique à l'échelle du Massif Central pour valoriser tout ça. Moi j'ai rappelé vite fait l'émergence du projet 1886 qui était un projet de marque, et je me souviens à l'époque des discussions où il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents à la mise en place d'un cahier des charges, sauf que voilà, quid de la question, peut-on mettre en place une marque sans réel cahier des charges derrière? Et du coup voilà, toute la question qui reviendra certainement au cluster, c'est que maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a vu tous les projets qui se sont faits ces dernières années, et voilà, à quand un réel dynamique mêlant les filières et les partenaires techniques pour vraiment, en tout cas moi ça c'est mon avis personnel, mais avancer vraiment sur cette question-là, parce que si chaque département fait sa marque, je ne suis pas sûr qu'on soit bien efficient à la fin. Alors déjà, je voudrais m'excuser parce que je suis un peu le témoin, mais je ne connais pas très bien tous ces travaux, donc c'est vraiment un regard un petit peu
voilà, un peu, pas très approfondie, mais alors j'ai trouvé que, alors dans l'atelier 3, on a étudié, il y a eu une présentation de 3 projets qui étaient sur le système à l'herbe et les capacités d'adaptation au changement climatique. Alors, il y a déjà eu une présentation du projet AP3C, donc, qui présente donc le projet du CIDAM, qui présente des données agroclimatiques à l'horizon 2021 et des indicateurs qui parfois sont un peu sous-utilisés par rapport aux perspectives que ça peut donner pour expliquer ce que seront dans les différents départements les conséquences pratiques du changement climatique. Ensuite, on a eu une présentation de l'ADMM qui, à travers d'enquêtes, a interrogé les leviers d'adaptation qui étaient chez certains éleveurs. Et ensuite, le projet Apache, qui fait partie de Pastom, c'est ça? Deux projets différents, mais notamment tout ce qui est utilisation des arbres comme nouvelles ressources fourragères. Alors, on a pas mal insisté sur les thèmes à développer. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'au niveau du changement climatique, il faut non seulement étudier le changement climatique, mais bien le mettre en lien avec les besoins sociétaux, avec bien s'attacher aux besoins des filières, mais dans l'autre sens, réfléchir que l'aval aussi doit s'adapter pour que des débouchés soient toujours maintenus pour les éleveurs. La problématique de l'eau est ressortie à étudier, même si certains ont exprimé qu'il y avait des projets de recherche qui existaient. La génétique animale aussi est ressortie comme un sujet à approfondir. Et la génétique animale, avec l'utilisation de races rustiques, mais aussi la sélection de races non rustiques, mais qui peuvent aussi s'adapter grâce à la sélection, et aussi l'éducation des animaux à de nouveaux aliments, c'est quelque chose à faire. La diversification des ateliers, c'est un levier qui est intéressant, notamment qui est ressorti au travers des enquêtes, mais il n'est pas sans conséquence sur l'éleveur, donc ça nécessite un besoin de repenser le travail pour que l'éleveur n'ait pas trop de travail, donc d'apporter des éléments de simplification dans les systèmes pour que cette diversification soit gérable. Ce qui nécessite aussi des compétences particulières au niveau des éleveurs, donc aussi un questionnement au niveau de l'enseignement agricole pour travailler plus sur aussi des savoir-être et des capacités d'adaptation pour que l'éleveur puisse gérer ses incertitudes. Voilà. On va laisser donc à Bruno le mot de la fin pour cette journée. Oui, alors, mais déjà, ça va être très court, hein, j'ai pas... Mais déjà, comme toute conclusion de colloque, personne ne les écoute trop, donc et surtout pas à la fin. Je vais commencer déjà par remercier justement tous les gens qui ont participé, ceux qui ont aussi fait leur présentation, les gens qui ont organisé le colloque, avec une mention particulière à Nicolas, le féliciter pour son travail et son talent d'animateur, parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Bravo. Non, dire que il y a plein de choses qui ont été dites dans les synthèses, entre ce matin et les synthèses des groupes, je ne vais pas revenir dessus, mais Benoît n'a pas voulu prendre la parole, mais il me le disait, donc je vais reprendre ses propos, mais au départ, le cluster herbe, c'était une grande idée, et puis on voyait qu'on a quand même besoin aussi de se recentrer, d'arriver sur des points de plus en plus précis, et je trouve que c'est un objectif qui est en train de s'atteindre, hein, c'est ce qu'on disait avec Benoît, on est de plus en plus précis dans les travaux menés entre les besoins et les travaux de recherche, et les besoins des différentes parties prenantes, et ça c'est bien un objectif qu'il faut continuer à atteindre, parce que c'est comme ça aussi que ça porte ses fruits. J'ai bien aimé aussi, je le dis parce que j'ai fait la remarque tout à l'heure sur la présentation qui a été faite par l'AOP Sénectaire et le travail avec Pierre-Marie sur au-delà du contenu, la capacité justement à sensibiliser les acteurs d'une filière, des éleveurs, sur des sujets autour de la prairie. Et cette approche-là, elle est sûrement intéressante. C'était une façon d'amener les gens à s'intéresser à leur prairie sans faire une convocation bête et méchante. Venez, vous avez de la prairie, venez voir ce qu'on sait sur cette prairie. C'est une autre façon et ça c'est intéressant et je pense qu'on peut le reproduire dans pas mal
d'objectifs qu'on porte dans le cluster. Donc voilà, moi je pense que j'ai eu une période où je venais plus au cluster parce que j'avais d'autres responsabilités, et je peux vous dire, quand je disais que c'était génial, Guy, ce matin, c'est parce que tu as un vrai plaisir à aller aux réunions du cluster, et c'est pas toujours le cas dans les réunions professionnelles, et celle-là pour le coup tu y vas toujours avec plaisir, c'est pas une charge d'aller sur ces réunions où il y a des, voilà, on apprend toujours des choses, et il faut que le cluster continue de vivre. C'est quand même quelque chose qui a été bâti, qui est utile et qui nous donne quand même des perspectives. Pierre-Marie le disait, la prairie c'est quelque chose de très compliqué, et justement, des fois on a l'impression que c'est ce qu'il y a de plus simple, et en fait c'est pas obligatoirement plus simple. Par contre, comme on a une capacité d'adaptation aussi à certaines situations, je trouve ça aussi quelque chose de porteur, y compris ça fait un vrai parallèle avec ce qu'est notre modèle. Je le dis toujours, hein, on est longtemps passé pour l'agriculture du passé, là, pendant longtemps, et aujourd'hui on devient l'agriculture de l'avenir avec notre modèle et avec tout ce qu'on peut. Et la science vient en plus renforcer justement cette analyse-là. Donc voilà, je vous dis bravo, continuons, et puis on se reverra au prochain colloque, et puis on se reverra aussi sur tous les travaux du cluster. Merci.